Bonjour à tous. Donc vous allez voir, on va reprendre quelques points qui ont été présentés dans la vidéo. Nous, on va se focaliser vraiment sur les aspects qui font trait à l'écologie du paysage, qui est en fait notre domaine de recherche. Donc on ne va pas tout aborder, mais on va aborder certains points et puis peut-être vous donner des éclairages sur la recherche en fait faite sur ces aspects-là. Donc tout d'abord un point sur la ville et la biodiversité. Donc le constat à l'heure actuelle, c'est qu'on a plus de 50% de la population mondiale qui vit en ville, qu'évidemment, de façon très localisée, on va avoir beaucoup de pollutions qui vont être liées à cette densité humaine, des pollutions de l'atmosphère, du sol, de l'eau. On a aussi des nuisances sonores, une luminosité artificielle la nuit. On a les matériaux aussi qui engendrent le phénomène d'îlots de chaleur urbain. Et puis on a une très forte minéralisation des sols. Donc tout ça a des effets sur la santé humaine et puis on verra que ça a des effets sur la biodiversité aussi. Et en 2050, on prédit à 70 à 75% de la population mondiale qui sera en ville. Donc là, en fait, on est face à une nécessité vraiment d'atténuer ces problématiques, de trouver des solutions. Et donc, l'idée, c'est de tendre vers des villes qui soient bien plus durables. C'est d'autant plus important que l'urbanisation, en fait, c'est un des facteurs majeurs de changement d'usage des terres à l'échelle mondiale. Usage des terres et changement climatique, ce sont les deux composantes du changement global auquel nous allons être confrontés, auquel nous sommes déjà confrontés. Et d'ailleurs, dès 2007, le Grenelle de l'environnement en France mentionnait bien que l'urbanisation, c'était un département français qui était recouvert de bitume tous les 10 ans en France. Donc l'urbanisation, c'est vraiment une raison de changement d'occupation des sols assez importante. Alors dans cette ville, on l'a construit pour l'homme, on la pense pour l'homme. Et puis, comme il y a une demande de nature en ville, on a des espaces verts, on a des friches. Donc c'est un espace qui est très hétérogène, et c'est ça aussi qui va nous intéresser en écologie du paysage. Mais dans cet espace-là, il y a quand même de la ressource alimentaire, il y a quand même de la ressource en gîte, notamment sur le bâtiment. Et donc on a une faune et une flore qui s'installent spontanément dans ces espaces-là. Et en fait, c'est ça qui va nous intéresser. Et s'il y a une faune et une flore, donc il y a une présence de biodiversité spécifique à la ville, on peut vraiment parler d'écosystème. La question était posée dans la vidéo. Alors oui, nous, en recherche, on parle vraiment de la ville comme d'un écosystème à part entière. Cette biodiversité en ville, elle va nous intéresser. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va rendre des services écosystémiques qui sont indispensables au fonctionnement de cet écosystème. Donc il y en a beaucoup, comme dans d'autres milieux, puis il y en a qui sont spécifiques à la ville. Par exemple, la pollinisation, certes, mais aussi la réduction de l'îlot de chaleur urbain par le phénomène d'évapotranspiration lié à la végétation. Vous avez aussi une aide sur la séquestration du carbone. Il y a aussi un rôle sur la santé et le bien-être des citadins. Il y a beaucoup d'études qui le montrent. Il y a un rôle sur l'esthétisme global perçu dans les villes. Et ça, en fait, ça joue indirectement sur le bien-être. Et il y a un rôle dans l'éducation des gens. En fait, il y a des gens, la seule nature qu'ils connaissent, c'est la nature de proximité. Donc les sensibiliser, leur faire comprendre le fonctionnement de cette nature, ça les sensibilise aussi à des problématiques environnementales à beaucoup plus large échelle. Donc ça, c'est aussi un rôle très important. Et cette biodiversité, elle peut aussi poser des problèmes, et c'est en fait en résolvant ces problèmes qu'on va tendre vers des villes beaucoup plus durables. Donc vous voyez, pour toutes ces raisons, en fait, c'est vraiment important de maintenir la biodiversité en contexte urbain, c'est-à-dire maintenir des écosystèmes qui soient fonctionnels, parce que s'ils sont vraiment fonctionnels et diversifiés, ils vont être plus robustes, ils vont être plus résilients face aux changements environnementaux auxquels on va être confronté. Le problème, c'est qu'il faut conserver la biodiversité, mais quand on regarde ce qui se passe, le constat, c'est que la biodiversité diminue quand on rentre en ville. Donc là, le graphe, vous allez aller du milieu naturel au centre urbain. Il y a beaucoup moins d'espèces en ville qu'en milieu naturel, et parfois aussi moins d'individus par espèce. Alors pourquoi? Le principal facteur, c'est qu'on modifie les paysages de façon drastique. On minéralise les sols en urbanisant de façon vraiment très importante. Ça prend de la place sur ce qu'on appellera les habitats des espèces, évidemment. Donc qui peuvent être des surfaces, qui peuvent être colonisées par la végétation et qui peuvent ensuite abriter la faune. Il y a moins d'habitats, et en plus, comme il y a une gestion appliquée sur ces habitats, la qualité va être altérée aussi. Et puis une chose importante, ça a été mentionné dans la vidéo, en fait cette minéralisation, elle fragmente les habitats, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent sous forme de petits fragments, isolés les uns des autres, parfois par des structures que les animaux ne peuvent pas franchir. Donc ça entrave le déplacement des espèces, et ça peut mettre à mal en fait la réalisation de différentes étapes de leur cycle de vie. Et ça peut mettre en péril la survie, le maintien des espèces sur certaines surfaces, donc sur des villes, et parfois plus largement les mettre en danger. Deux exemples. Un premier sur
sur les grenouilles, où en fait vous avez sur la zone qui est ici, alors attendez, ici vous êtes en milieu naturel, vous êtes sur tout un réseau de cours d'eau, et on voit les flèches, en fait c'est juste l'illustration de, au niveau génétique, vous avez des échanges d'individus, vous avez de la reproduction, vous avez donc des flots de gènes, des flux de gènes, qui peuvent se faire sur 8 km. D'accord ? C'est ce que l'étude a montré. Et quand ils considèrent les deux populations du centre-ville, ici, il s'avère qu'il n'y a aucun flux. C'est-à-dire que sur 8 km en milieu naturel, on peut avoir des échanges entre populations. Sur 400 mètres en ville, il n'y a pas d'échange d'individus. Parce que la ville est vraiment une barrière à la dispersion, au mouvement, pour ces organismes-là. Pour les oiseaux, on pourrait penser que comme ils volent, c'est beaucoup plus facile. Mais ces auteurs ont montré que quand vous avez des infrastructures, par exemple des ponts, des routes, etc., et bien à partir du moment où vous avez 45 mètres de largeur de ces structures qui vont générer une trouée dans une canopée, et bien vous avez déjà, vous voyez, la réponse des oiseaux, leur probabilité de passer d'un côté à l'autre va diminuer de 50%. Donc même eux, ils peuvent être affectés par ces infrastructures. Alors il n'y a pas que la modification du paysage, il y a aussi l'îlot de chaleur urbain, les pollutions sonores, lumineuses qui peuvent jouer, la pollution des sols. Donc juste deux exemples. Vous voyez ici, c'est ce petit escargot. Entre 1908 et 1991, il est toujours présent sur les sites qui sont les points bleus là, mais il a disparu de tous ceux qui sont blancs. Alors sur certains sites, il a disparu parce que l'habitat a été détruit, parce que ça a été construit. Mais sur d'autres, l'habitat est toujours présent. Mais la raison pour laquelle il n'est plus là, c'est parce que la ville s'étant étendue, l'îlot de chaleur urbain s'est déplacé également. Et en fait, il fait trop chaud désormais dans ces sites-là pour que les œufs puissent se développer dans le sol. Donc on peut vraiment altérer la présence, la survie, le maintien d'une espèce dans des zones avec l'urbanisation. Un autre exemple d'impact, en fait, sur la communication des oiseaux, par exemple. En fait, les chercheurs dans cette étude ont montré que le merle noir, les individus chantaient jusqu'à 5 heures avant en ville par rapport à l'horaire de début de chant en milieu rural. Ils se sont interrogés pourquoi. Sur le pourquoi de cette avancée de l'heure de début de chant. Et en fait, c'est en partie dû à la pollution sonore qui est représentée ici, et que ce phénomène, il est aggravé, accentué, quand il y a de la pollution lumineuse. Donc voilà. Donc ça, c'est un point sur les facteurs qui font qu'effectivement, on peut altérer la biodiversité en milieu urbain. Je vais prendre la suite pour vous présenter, moi, de mon côté, des pistes de réflexion sur comment préserver la biodiversité en ville. Alors déjà, quand on parle de préservation de la biodiversité, on pense souvent à la végétalisation des villes. Et en effet, globalement, on y reviendra, végétaliser les villes, c'est plutôt favorable pour la biodiversité, mais pas que, vous l'avez vu dans la petite vidéo, ça sert aussi à lutter contre les températures extrêmes, ça sert à lutter contre l'érosion des sols, limiter les pollutions, et puis aussi maintenant les études scientifiques montrent que ça a un effet vraiment important sur le bien-être des citadins. Alors, cependant, quand on parle de verdir les villes, c'est pas toujours nécessairement un gage de biodiversité. Comme vous pouvez le voir ici sur ces photos, si je prends juste l'exemple de cette pelouse qui est très gérée, c'est une pelouse monospécifique, que quelques espèces végétales, et clairement, donc l'apport pour la biodiversité est vraiment très très faible, voire minime. Et en fait, ce sont vraiment des systèmes qui sont globalement peu durables et surtout en fait très gérés avec un entretien très fort. Et donc, il apparaît maintenant vraiment important de prendre en compte dans les aménagements et dans la mise en place de ces espaces verts le fonctionnement écologique de ces espaces verts et aussi donc souvent de diminuer l'intensité de gestion. Et donc c'est le cas des friches urbaines que vous pouvez voir ici. Les friches urbaines sont vraiment reconnues pour abriter une biodiversité à la fois animale et végétale forte, mais c'est aussi le cas des trottoirs, les trottoirs qui sont de moins en moins gérés, et il apparaît aussi une végétation importante sur ces trottoirs. Et il y a une étude qui a été réalisée donc, dans la ville de Blois, qui en fait a recensé à la fois sur les friches et les trottoirs plus de 500 espèces végétales, et ce qui correspond quand même à un quart de la diversité floristique pour la région centre. Ce qui signifie que clairement, ces habitats sont vraiment importants pour la biodiversité. Alors, en parallèle, en fait, on voit aussi une évolution en fait, de la représentation de la nature en ville.
Jusqu'à encore peu de temps, hein, la nature en ville était représentée par les parcs urbains, donc très entretenus. Là, c'est les jardins privés aussi encore très gérés, et puis des parcs urbains dits nature. Et ce que l'on voit maintenant apparaître, hein, c'est que, en fait, on a dû à l'évolution de la gestion et principalement avec la loi zéro phyto, eh bien, on a aussi une évolution des représentations et une acceptation de plus en plus forte de la nature en ville par les citadins. La flore spontanée est maintenant acceptée, on voit un ensauvagement des rues et aussi, donc, ce qui est le cas aussi pour la faune sauvage. Et ça, donc, il y a pas mal d'études scientifiques, plutôt des approches éco-sociologiques qui sont mises en place, justement pour essayer de comprendre quelle est maintenant l'attente des citadins. Et là, je vous présente une étude qui s'intéressait plutôt à des propositions d'aménagement des trottoirs avec des photomontages, où vous voyez que vous avez plusieurs exemples avec la mise en place d'un aménagement lié avec des variations dans la végétation. Et ce qu'a pu montrer cette étude, elle a pu montrer que pour les personnes interrogées, ces personnes interrogées avaient vraiment une préférence pour des trottoirs végétalisés, mais cette végétation devait quand même montrer des signes de soins. Ce n'était pas complètement laissé entre guillemets un peu à l'abandon. Alors on voit aussi des initiatives importantes pour la biodiversité en ville. Malgré tout, on voulait quand même préciser que ces initiatives ne doivent pas vraiment se substituer à la conservation des habitats vraiment en plein sol, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. C'est le cas de la végétalisation des toitures qui se développe actuellement. Donc là, il y a quand même pas mal de recherches, d'études scientifiques sur cette thématique. Ça commence vraiment à se développer. Et ce que montrent en fait ces études scientifiques, c'est que globalement, si on veut que ce soit efficace pour la biodiversité, eh bien en fait il faut faire attention à comment on met en place ces toits végétales, et surtout l'importance de l'épaisseur du substrat pour l'accueil de la biodiversité, et aussi qu'est-ce qu'on sème, en fait, quelle est la végétation qui est mise en place. Et à partir de là, donc, il y a des études qui s'intéressent justement à savoir comment ces toits végétalisés peuvent peut-être aussi être importantes pour les continuités écologiques. Alors en revanche, quand on s'intéresse à la végétalisation des façades, là il y a beaucoup moins d'études actuellement, donc scientifiques, pour essayer d'estimer son rôle sur la biodiversité. Alors, cependant, préserver la biodiversité, ça reste quand même quelque chose de complexe. Et là, je vais prendre le cas des ruches. Donc, à l'heure actuelle, dans nos villes, on voit globalement une augmentation du nombre de ruches en ville, souvent mis en place soit par des entreprises, soit par des particuliers, et vraiment dans un objectif de favoriser la pollinisation. Et des études scientifiques ont montré qu'une augmentation trop forte du nombre de ruches en ville va avoir un impact négatif sur les pollinisateurs sauvages présents en ville. Tout simplement parce que on augmente de manière très forte les populations d'abeilles domestiques qui vont rentrer en compétition avec les pollinisateurs sauvages, et donc ça entraîne un dérèglement du système, voire même à la fin une baisse de la pollinisation. Tout simplement pour vraiment attirer l'attention qu'il ne faut pas, attention même aux initiatives au départ positives, ça peut dérégler les systèmes, les écosystèmes, et mettre en place des pratiques raisonnées sont vraiment importantes, et aussi mettre en place des actions qui soient faites en collaboration entre les aménageurs, les scientifiques, etc. Autre exemple, les nichoirs, vous les avez vus aussi dans la petite vidéo qui résume en fait complètement notre présentation. Donc les nichoirs sont mis en place actuellement, que ce soit sur les murs pour les nichoirs à oiseaux ou sur les gîtes pour les chauves-souris. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, il est possible en fait d'intégrer ces actions dès la construction des bâtiments. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez des briques à nichoirs ou des gîtes pour chauves-souris qui sont intégrés directement. Par contre, là encore, ce qu'il faut faire attention, c'est de proposer une diversité de nichoirs pour favoriser l'ensemble des espèces, et puis réfléchir bien à l'orientation de ces nichoirs, la position, etc. Et ce qui nous paraît aussi important, c'est lorsqu'on est en phase de travaux, essayer, si c'est possible, de décaler les travaux pour ne pas gêner les nidifications, les reproductions, etc. Alors si maintenant on change d'échelle et qu'on s'intéresse à une échelle un peu supérieure, qui est l'échelle des quartiers, dans ces cas-là, ce qui va nous intéresser, c'est comment en fait, quel est l'impact des formes urbaines sur la biodiversité. Donc globalement en France, on a un gradient de formes urbaines allant des zones pavillonnaires où les espaces verts sont représentés. Où les espaces verts sont représentés par les jardins individuels, et puis on arrive à des formes urbaines où c'est des grands ensembles en fait, où les espaces verts sont
sont au bas des tours et plutôt donc de manière collective. Et la question que l'on se pose en tant que scientifique, c'est quel est l'aménagement de ces espaces verts, qui est le plus favorable pour la biodiversité. En gros, est-ce qu'il faut mieux une grosse tache d'espace vert, comme vous pouvez le voir ici, unique au sein du quartier, ou plein de petits espaces verts de plus petite taille, mais répartis sur l'ensemble du quartier? Et bien là, c'est pas encore tranché. Il y a pas mal d'études qui sont actuellement, et les résultats scientifiques sont encore contrastés, ce qui nécessite de toujours continuer à répliquer nos études. Au niveau de l'échelle des quartiers, on voit l'apparition donc de la mise en place des écoquartiers. C'est vraiment un des projets d'aménagement qui sont orientés dans un objectif vraiment de développement durable et dont l'objectif est de déjà maintenir la végétation existante, planter des essences locales, mais aussi d'arriver à intégrer l'écoquartier au sein de la ville. L'intérêt de ces écoquartiers, je pense, en plus forcément d'être favorable globalement à la biodiversité, c'est de mettre en collaboration des personnes qui peut-être se croisent pas toujours, les architectes, les paysagistes et les écologues. Et ça nous semble vraiment important. Et enfin, dernière échelle que l'on voulait vous proposer, c'est de travailler à l'échelle des territoires. Et là, en fait, la problématique, c'est vraiment l'accroissement des zones urbaines, on le sait tous. Et globalement, il y a actuellement donc 2 stratégies possibles. Soit l'étalement urbain, et dans ces cas-là, c'est densité d'habitation qui sont faibles à la périphérie des villes, ou la densification urbaine, où là, la densification donc, des habitations est vraiment forte au sein des villes. Alors actuellement, cette deuxième stratégie, c'est la stratégie qui est représentée comme une alternative qui est la plus durable par rapport à l'étalement urbain. Et cependant, en fait, quelle que soit l'échelle, que ce soit l'échelle des quartiers ou l'échelle des territoires, la question qu'il faut vraiment se poser, c'est comment intégrer la biodiversité dans ces aménagements. Et qu'est-ce que l'on fait, quels sont les habitats, est-ce qu'on les maintient et comment on restaure la connectivité. Et c'est pour ça que l'on voulait revenir sur cette notion de fragmentation des espaces verts. Cette fragmentation, elle est vraiment importante parce qu'elle induit une diminution des échanges, comme vous l'a dit Solène, donc, entre les individus, et ça réduit clairement la biodiversité. Alors, pour contrebalancer ces effets négatifs de la fragmentation des espaces verts, eh bien, on essaie de faciliter justement les échanges entre ces habitats et donc on essaie de caractériser et de mettre en place ce qu'on appelle des continuités écologiques, mais aussi, vous avez aussi entendu, c'est la même chose, donc les trames vertes et bleues. Et un petit focus donc sur ces trames vertes et bleues. Ces trames vertes et bleues, eh bien, ce sont vraiment des outils d'aménagement du territoire qui ont été mis en place pour enrayer la perte de biodiversité. Elles ont été mises en place donc, dès 2009 puis en 2010 avec les lois Grenelle. Et cette trame verte et bleue, elle se décline à différentes échelles. De l'échelle nationale à une échelle locale, on la retrouve dans les SCOT, dans les PLU, etc. Et c'est un outil qui est vraiment largement utilisé actuellement. Son succès, on pense que c'est surtout du fait que c'est une faible emprise spatiale. Ce sont des corridors de couloirs, donc ça ne prend pas beaucoup de place sur les territoires globaux des communes et autres. Et puis aussi, ce sont des outils de communication qui sont assez efficaces, facilement compréhensibles et qui sont cartographiques. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, on a développé un projet de recherche sur cette thématique pour en fait développer une méthodologie qui soit facilement utilisable par les aménageurs, donc reproductible, mais aussi que cette méthodologie, si elle est facile, il faut aussi qu'elle soit rigoureuse et vraiment efficace pour caractériser ces continuités écologiques. C'est pour ça que dans la ville de Rennes, donc on a mis en place une étude qui essayait donc de tester notre méthodologie, comme vous pouvez le voir sur différents groupes d'espèces, les hérissons, papillons et les oiseaux, afin de pouvoir généraliser nos résultats. Et notre étude, elle a pu montrer que la méthodologie était efficace pour ces différents modèles. Donc on est assez confiant sur cette méthodologie, même si elle est bien sûr améliorable. Et dans les faits, l'idée, c'est maintenant en fait d'arriver à toucher les aménageurs, les bureaux d'études, pour qu'ils développent ces types de méthodologies, afin de passer de cartes, comme vous le voyez ici, donc sur votre gauche, qui sont quand même des trames, des cartes de trames qui sont quand même assez grossières, plutôt faites à la main, à des cartes qui sont quand même beaucoup plus rigoureuses et qui prennent vraiment plus en compte le fonctionnement écologique des villes.
Et du coup, en complément en fait, de cette trame verte, maintenant, vous connaissez, puis c'était mentionné dans la vidéo, on s'intéresse de plus en plus à d'autres formes de trames qui assurent des continuités écologiques pour d'autres compartiments que seulement les espèces qui peuvent se déplacer au sol ou dans la végétation. Donc vous avez la trame noire, la trame brune pour le sol, vous avez maintenant des choses qui se développent sur même la trame sonore, comme la trame blanche en fait. Donc il y a même des trames aériennes maintenant qui sont considérées. Et donc par exemple pour la trame noire, je pense que c'est une des trames qui est la plus... Enfin, pour lesquels on a le plus de méthodologies proposées aux aménageurs pour pouvoir la prendre en compte. En fait, dans la trame noire, le truc, c'est que la lumière peut jouer le rôle de barrière au mouvement pour des espèces qui ne se déplacent que dans l'obscurité ou dans des zones d'ombre. Et en même temps, ça peut jouer le rôle de piège écologique pour les espèces qui vont être attirées par la lumière et qui vont s'épuiser en fait sous des puits de lumière au lieu d'aller tout simplement réaliser leurs activités normales. Et donc du coup, il est vraiment important dans les projets d'aménagement, je pense que c'est quelque chose sur lequel les aménageurs ont la main, c'est l'éclairage en fait. Et du coup, là, vous allez avoir dans la littérature plein de choses, de préconisations sur comment réduire cette luminosité en fait dans les aménagements. À différentes échelles. Et donc, pour en citer les plus connus, peut-être, c'est de mettre les lumières plus bas, faire des choses qui vont s'éclairer uniquement quand il y avait des détections de passage, changer les LED aussi, mettre des couleurs un peu plus chaudes, même si c'est un petit peu plus onéreux, il me semble. Et puis aussi avoir des diffuseurs qui vraiment, en fait, orientent la lumière sur les voies de passage et que ça évite que ça diffuse dans tout l'environnement. Donc ça, c'est des choses, en fait, où il y a plein de littérature maintenant, de documents d'aménagement. Là, je vois, il y a plusieurs villes qui considèrent maintenant cette trame noire. Je crois que c'est le cas à Lille, évidemment, mais aussi Nantes Métropole, maintenant, par exemple, le fait, etc. Donc voilà, il y a plusieurs aspects à considérer. Et la trame noire, je pense que c'est une des choses les plus développées sur lesquelles vous pouvez vraiment agir. Donc, pour conclure, donc, il est vraiment important de maintenir une diversité biologique importante dans les contextes urbains pour faire des écosystèmes fonctionnels qui soient robustes et pas simplement faire, comme vous le disiez, Aude, juste verdir la ville avec des espaces végétaux qui finalement ne sont pas très appropriés pour justement augmenter la biodiversité. Il faut donc intégrer le maintien de cette biodiversité aussi à différentes échelles spatiales, dès la conception et lors de la gestion des sites aménagés. L'idée aussi, c'est de vraiment avoir beaucoup d'habitats de bonne qualité et qu'ils soient vraiment écologiquement connectés. C'est vraiment 3 paramètres, si on doit résumer les choses simplement, c'est vraiment 3 choses sur lesquelles il faut vraiment être attentif. Et puis pour ça, il ne faut pas hésiter à mettre en place en fait, des dialogues, des collaborations entre tous les différents acteurs et puis intégrer aussi beaucoup les associations naturalistes qui en fait savent plein de choses en fait, sur ces aspects-là et pourquoi pas aussi aller dans les universités des villes ou contacter les gens qui travaillent en recherche sur ces aspects pour avoir des échanges fructueux sur ces aspects-là. Voilà. Alors, on vous remercie de votre attention. Bravo. Donc merci beaucoup pour cette présentation. Je précise au public que les supports pourront être transmis. Voilà. Et on a le temps de prendre une question, s'il y avait une question dans la salle, avant de rentrer, enfin, voilà, de pouvoir justement inviter autour de la table des personnes aménageurs, etc. Bonjour, vous avez parlé tout à l'heure des toitures végétalisées et des épaisseurs minimum. Est-ce que vous pouvez préciser qu'est-ce qu'on peut considérer comme épaisseur minimum pour une bonne efficacité écologique de la toiture végétalisée ? Je suis désolée, mais moi, c'est pas ma thématique de recherche, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre là-dessus. Ouais, voilà, je sais que plus il y a de l'épaisseur, mieux ce sera. J'avais lu de la biblio là-dessus pour vous faire la présentation, mais je ne connais pas. Pour préciser, il y aura vraiment des bureaux d'études qui vont être présents tout à l'heure, architectes, aménageurs, et les questions vraiment extrêmement précises sur les solutions pourraient être éventuellement développées à ce moment-là. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, en recherche, parfois, il y a des résultats qui sortent sur une étude qui ne sont pas confirmés sur d'autres. Donc, des fois, il faut attendre un petit peu que la recherche soit un petit peu plus avancée pour pouvoir avoir des indications plus précises de ce type-là. Mais bon, ça doit exister. Et je sais qu'à Paris, notamment au Muséum, ils font beaucoup de travaux sur ces aspects-là. Donc, je pense qu'on peut trouver de la littérature précise sur ces aspects.